Bon, bah c'est bon, je crois qu'on y est. Bonjour à tous, bienvenue, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière. Et oui, elle s'adresse aux personnes qui préparent le BTS diététique. Donc, si vous n'en faites pas partie, vous pouvez quand même rester car certaines choses pourront vous être utiles si vous avez une épreuve proche de celle-ci. Alors, j'ai récupéré l'épreuve officielle donc de 2022 sur laquelle peut-être vous avez vous aussi planché dessus en fin d'année dernière. Alors, comme pour mes lives sur ma plateforme de préparation, dont voici les liens en haut sur votre droite, eh bien, je vais vous montrer à quoi vous attendre lorsque vous nous rejoignez pour préparer notamment cette épreuve de BTS diététique ensemble. Donc je suis avec ma tablette, donc vous voyez, on peut configurer pour que vous puissiez suivre à la fois eh bien, le sujet et les petites annotations, toutes les choses que l'on va voir ensemble, et on va pouvoir ainsi découvrir ensemble les questions qui ont été posées, et je vais vous proposer des éléments de réponse pour vous aider dans votre préparation et vos révisions à l'ego. Je vous dis, c'est parti. 1, 2, 3, listen. Ça y est, on se retrouve, on va regarder ensemble les différentes pages de l'épreuve. Alors, quand on regarde, comme vous l'avez sur votre écran ici, sur votre droite, déjà, c'est une session qui dure 3 heures, d'accord? Pas se planter, pas oublier que c'est que 3 heures, parce que ça peut passer très 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 vite. Je vais agrandir un petit peu. Donc quand on regarde un petit peu le sujet, on voit qu'il se décline en 10 pages. Donc vous avez en fait un sujet qui est constitué sous forme de dossier. Donc ça vaut le coup au départ, lorsque vous découvrez cette épreuve-là, lorsque vous découvrez ces documents-là, bien sûr de bien respirer, de canaliser votre stress, on est d'accord. Mais l'idée c'est de bien regarder ce qui vous est fourni, de bien vérifier que l'ensemble des annexes, notamment ici, puisqu'on vous donne des annexes, il y en a une dizaine, c'est pas rien, eh bien sont bien présentes. Donc quand on regarde un petit peu ça, on peut voir donc première annexe ici, schéma d'un tissu biologique ainsi que sa vascularisation, les variations de pression hydrostatique et oncotique le long d'une structure A, donc on va voir laquelle, structure de la protéine la plus abondante dans le plasma, donc vraisemblablement ici un sujet qui touche circulation sanguine a priori, réaction observée au cours de la lipolyse adipocytaire, un petit peu de biochimie, schéma de la chaîne respiratoire et la réaction catalysée par une enzyme E2 dont on ne donne pas le nom ici, il faudra peut-être le découvrir, mystère, mécanisme vasculaire observé au cours de la thermolyse, donc là, ok, la physio, unité fonctionnelle du rein, maintien de l'équilibre hydrique, effet de la consommation de boissons salées de réhydratation sur la rétention d'eau par l'organisme. Et enfin, 10e annexe, composition d'une boisson de l'effort. Donc déjà, quand on regarde ça, il va falloir vérifier que toutes ces annexes soient là et que le sujet en lui-même aussi soit là. Donc très rapidement, on va regarder un petit peu ce sujet. Donc on peut voir qu'il est, voilà, l'intitulé, donc l'eau, composant majoritaire et essentiel du corps humain. Première grande partie. Deuxième grande partie, l'eau dans le métabolisme. Troisième partie, les pertes hydriques et les ajustements par l'organisme. Ok. Ok, 3 parties. Est-ce que les 3 parties, ça aussi c'est quelque chose de suite à se noter, peut-être au brouillon très rapidement, est-ce que les 3 parties sont équivalentes en termes de temps et surtout pour vous, en termes de points? Là, il faut être stratégique, on n'a que 3 heures. Mais quand on regarde là, on peut se rendre compte que c'est pas vraiment le cas. Regardez, je vous mets un petit coup de fluo. Pour la partie 3, ici, vous voyez, elle est 19 points. D'accord? La partie 3 se trouve être ici à 19 points. La partie 2, 9 points. Et la partie 1, répartition de l'eau dans l'organisme, 12 points. Donc ça veut dire que partie 1, 12, deuxième, 9, troisième, 19, donc quasiment 20 points. On est sur 40. Là, ici, la moitié des points se trouve dans la partie 3. Donc déjà, ça veut dire qu'il ne faut pas passer tout son temps dans la partie 1, puis une grosse partie de son temps dans la partie 2, et oublier la partie 3 en disant, bon, il y a 3 parties, il y a 3 heures, je passe 1 heure par partie. Il va peut-être falloir passer un petit peu moins de temps à la partie 2, puisqu'il n'y a que 9 points, passer un petit peu plus de temps à la partie 1, et le
plus de temps à la partie 3. D'accord? Donc là, il va falloir bien gérer votre temps. Essayez de voir un petit peu ce qui est le mieux, mais il faut vraiment vous laisser du temps et pas qu'une heure par rapport à la partie 3. On est OK? Bien. Eh bien, regardons ces différentes annexes. Allez, j'agrandis. L'annexe numéro 1. Donc là aussi, l'idée, c'est de regarder rapidement, avant de vous attaquer au sujet, voir un petit peu ce qui vous attend. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, ben là, vous êtes en train de transpirer, vous avez les larmes aux yeux, vous êtes en train de vous dire « Oh là là, je suis morte, c'est pas possible ». Non, on se calme toujours pareil, on respire et surtout on se dit « Ok, par rapport aux différentes figures, par rapport aux différentes annexes, ben, je vais m'imprégner du sujet, histoire que, déjà, je me dise, ok, il y a des choses sur lesquelles il va falloir que je passe du temps, et il y a des choses sur lesquelles je vais pouvoir aller très vite, parce que déjà, je sais que ça peut aller très très vite. D'accord? Ça, c'est important. Donc, on regarde l'annexe 1, schéma d'un tissu biologique et sa vascularisation. Alors, bien sûr, là, je suis en vidéo avec vous, je suis en train de décortiquer un petit peu comme je le ferais si j'étais le jour J à votre place. Donc là, je donne aussi pas mal d'éléments, donc je donne un petit peu l'autour. Je donne aussi des choses qui, peut-être que le jour J, ça se passe assez rapidement dans la tête, et je ne vais pas aller dans ce niveau de détail-là, et je vais peut-être aller beaucoup plus rapidement dans l'étude des différentes annexes, rapidement. On est d'accord? Donc c'est pas la façon de faire, c'est une façon, et ça vous permettra peut-être, de diminuer votre stress et d'augmenter du coup votre pleine présence, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes vraiment à 100% sur l'épreuve, à 100% avec l'ensemble de tous vos moyens, parce que c'est ça qui pêche le jour J. C'est pas que vous n'ayez pas assez travaillé, c'est pas que vous n'ayez pas eu suffisamment de temps, très souvent c'est le stress qui vous bloque, c'est le stress qui fait que ça se passe pas très bien. Donc il faut canaliser ce stress. Annexe 1, donc, schéma d'un tissu biologique et sa vascularisation. Donc déjà, quand on voit ça, on voit un schéma général, il n'y a pas de nom de tissu. Donc déjà, on se dit, tiens, on n'est pas dans, je ne sais pas moi, dans un foie, on n'est pas dans un rein, on est dans quelque chose de quelconque, un tissu biologique, et on nous dit sa vascularisation. Donc la vascularisation d'un tissu, la vascularisation d'un organe se réalise, notamment ici, par des vaisseaux sanguins, et a priori, s'il y a bien des échanges qui se réalisent, on est dans un type précis de vaisseau sanguin. Donc ici, on est on va dire, en présence de capillaires. D'accord? C'est au niveau des capillaires que vous aurez des échanges qui peuvent se réaliser entre ce qu'il y a dans le sang, dans le plasma sanguin et dans le tissu. Donc vraisemblablement ici, a priori, voilà, vous avez ici une tuyauterie. Voilà, donc ici un vaisseau sanguin potentiellement de type capillaire. En plus, je remarque ici que ces rectangles, ça schématise des cellules. Il n'y a pas autour ici, vous voyez, de tunique, on n'a pas de système musculaire que l'on pourrait avoir au niveau d'artères ou de structures qui englobent les veines. Donc déjà, a priori, il me semble bien que ce soit ici des capillaires. Autour, bon, vous voyez ici un ensemble de cellules, voilà, qui sont assez disjointes les unes des autres. On distingue la présence de noyaux dans chacune de ces cellules. Là, on nous dit, tiens, cellule d'un tissu, ok. On remarque ici des espaces, du coup, entre les cellules. Et on a une autre structure ici, qui ressemble aussi, comme un petit peu au-dessus, à un vaisseau, sauf qu'ici, c'est un vaisseau qui est clos, qui est fermé. Avec notamment ici, autant ici, a priori, ça a l'air d'être assez étanche entre les cellules. Ici, ça a l'air d'être moins bien organisé, potentiellement accolé, mais peut-être de manière un peu plus lâche. Bon, en tout cas, vous avez un autre vaisseau ici. Donc, là, il n'y a pas de spécificité de tissu, d'accord? Donc là, on va pouvoir travailler dessus. On est dans un tissu quelconque, je me répète, mais voilà. Donc là, je suis en mode live, vous l'avez remarqué, je ne fais pas de montage pour cette vidéo. Je suis vraiment, comme quand je fais mes classes live, sur ma plateforme. Donc comme ça, vous avez un petit échantillon de peut-être voilà, ce qui vous attend si vous décidez de nous rejoindre. L'annexe 2, vous avez dessous. Voilà, on vous dit en titre « Les variations, au pluriel, des pressions hydrostatiques et oncotiques le long de la structure A ». Donc si on reprend ici, là il ne faut pas s'affoler, il faut de suite rechercher, mais de quoi il parle? Quand on parle de structure A, on a des lettres, et bien quand on revient au schéma précédent, on voit que voilà, la structure A, elle est ici. Donc vous voyez,
Pas de stress, et il faut à chaque fois essayer de retrouver rapidement. Alors ça peut valoir le coup, peut-être, d'avoir une petite banque de fluo, et de se dire, ok, là on est avec la structure A, elle est ici. D'accord? Parce qu'avec le stress, ça peut être vite l'horreur. Mais de quelle structure parle-t-on? Au secours! Et souvent, les personnes qui surveillent ne sont pas là pour répondre aux questions, hein, sauf questions techniques, mais là, on est un peu seul au monde. Qu'est-ce que l'on remarque ici? Variation des pressions hydrostatiques et oncotiques le long de la structure A. Donc on cherche toujours les légendes. Là, on voit que l'on a en bas pression hydrostatique en jaune qui est représentée sur le graphique ici. Voilà. Et tiens, je vais le faire non pas en rouge, je vais le faire en bleu ciel. Voilà, pression oncotique. Voilà. Et on voit que ce sont des tiretés qui sont représentées ici. Ok. Bon, un graphique qui nous montre la pression sanguine avec deux zones, une zone sur la gauche d'ultrafiltration, une zone sur la droite de réabsorption. Ah, et on nous dit, là aussi ça peut être intéressant pour vous, regardez, extrémité artérielle, extrémité veineuse. Et donc tout ce qui va se dérouler ici, donc entre l'extrémité artérielle et entre l'extrémité veineuse, c'est un phénomène d'ultrafiltration, un phénomène de réabsorption. Donc ici on est clairement au cœur d'un capillaire, d'accord, au niveau duquel vont se dérouler différents types d'échanges. Des filtrations, réabsorption. Bon, ok. Pas mal, intéressant. Graphique classique, mais intéressant. Annexe 3, structure de la protéine la plus abondante dans le plasma. Alors, quand on regarde ça, il n'y a rien d'autre. Ok, bon, rien d'autre. Bon, là ici on voit du coup une grande quantité, donc on est dans le cadre d'une protéine. Okay. Donc on s'intéresse directement aux différents types de structures, structures primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires. Là on voit ici des structures qui doivent vous parler, des structures secondaires. On est avec un grand nombre d'hélices alpha, le tout structuré en 3 dimensions, donc on a aussi une structure tertiaire globale. Bon, ok, on nous dit la protéine la plus abondante dans le plasma. Donc là, on doit réfléchir et se dire, ok, on est dans le plasma, donc dans la partie liquidienne de ce tissu qu'on appelle le tissu sanguin, et là-dedans, il y a une protéine qui est la plus abondante. Alors soit vous le savez par cœur, soit on essaie de se rappeler, d'ouvrir un petit peu les différents tiroirs dans sa mémoire, et là, il y a une technique qui peut-être dans votre cours a été montrée, c'est notamment dans le cours sur le plasma sanguin, technique d'électrophorèse qui permet de montrer la présence, donc de séparer les différentes biomolécules présentes, et notamment ici, on peut découvrir, grâce à cette technique, la présence de globulines, d'albumine, etc. Et la protéine la plus abondante, c'est l'albumine. Donc ici, vraisemblablement, c'est l'albumine. Annexe 4, réaction observée au cours de la lipolyse adipocytaire. Ah, lipolyse, on prend un lipide, on le coupe, adipocytaire, donc on se trouve au sein d'un adipocyte. Ok, donc adipocyte, donc dans ce que l'on appelle l'espèce de vacuole dans laquelle s'accumulent les triglycérides, vous avez, et là quand on regarde un petit peu la réaction, 1 stéaryl, 2 oléyl, 3 palmithylglycérol, plus 3 H2O. Ok. Voilà, vous avez une enzyme E1. Nous donne, alors on voit des acides gras, donc acide stéarique, acide oléique, acide palmitique, et enfin glycérol. Donc on a ici 3 acides gras différents, d'accord, du palmitique, de l'oléique, du stéarique. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir un petit peu réfléchir si on nous demande de reconstituer cette molécule. Pas évident. Mais en tout cas, on voit ici que l'on a un glycérol, donc c'est notre fameux squelette en 3 carbones. Notre glycérol, relié par des liaisons ester, à 3 acides gras. Ok, j'ai mon acide gras 1, le stéarique, acide gras 2, mon oléique, et mon acide gras 3, mon palmitique. Ok, et là l'idée c'est que cette enzyme E1, dont on ne sait pas trop encore ce qu'on va nous demander avec, cette enzyme a clivé, a coupé ici les liaisons et a libéré ces 3 acides gras. Ok, le troisième, le deuxième
et le premier. Ok. Donc on a une réaction, on nous donne tout ça. Petit truc, pensez, si vous voulez revoir un petit peu la règle et des nomenclatures par rapport aux acides gras, je vous mets le lien ici en haut à droite de votre écran. J'ai fait une vidéo sur la nomenclature des acides gras, n'hésitez pas à récupérer le PDF, vous avez du coup tous les éléments permettant de répondre à ce type de questions. Annexe 5, elle est sympa l'annexe 5, schéma de la chaîne respiratoire. Donc c'est du schéma ici, hein, c'est encore du schéma, des choses que vous avez potentiellement apprises dans votre cours. Qu'est-ce qu'on repère ici? La réaction catalysée par l'enzyme E2. L'enzyme E2 est où? Ici. Ouais, je dirais peut-être un peu plus un complexe. Ici, c'est un complexe enzymatique. Hein. On reconnaît ici, on a ADP plus PI, nous donne un composé Y, vous voyez, plus H2O. Bon, on est au niveau de la chaîne respiratoire. Là aussi, je pense que ça doit faire tilt dans votre tête. On est avec la phosphorylation oxydative, notamment ici, avec la formation d'ATP. On a différents complexes, hein, le complexe 1, 2, 3... et le complexe 4, ok. On a les ubiquinones, ok. Bon, ben là... ok, on nous donne tout ça. On nous donne même les coenzymes qui arrivent ici, coenzymes complètement réduits qui viennent se décharger leurs électrons dans la chaîne respiratoire, et en même temps le complexe 1, vous voyez ici, qui fonctionne ici comme une pompe à protons. Donc ça veut dire qu'on peut aussi orienter. Où est-ce que l'on se trouve? Ici, on se trouve au niveau de la membrane interne mitochondriale, avec ici l'espace intermembranaire. Ici, on est à l'intérieur, on est au niveau de la matrice mitochondriale. Ok, et donc potentiellement, ici, vous avez un gradient de protons qui se forme avec l'arrivée de pouvoirs réducteurs sous forme de NADH, H+, et aussi, au niveau du complexe 2, ce FAD H2. Ok. Bon, des choses ici, on a un Y ici, on a un X ici. Ok, ici des X partout, donc on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Non, sujet, ok. Pour l'instant, pas trop de choses. Dingue, on est ok. Annexe 6, mécanisme vasculaire observé au cours de la thermolyse. Donc vous voyez sur votre gauche, ici, un schéma, sur la droite, la même chose, avec une circulation sanguine. Ok, donc on vous dit ici qu'on est dans une coupe. Alors c'est pas un bloc diagramme en 3D, comme on peut voir des fois dans certains cours, c'est une coupe en 2D d'une peau. Ici, à l'intérieur de la peau, ici c'est l'extérieur, c'est l'environnement, l'extérieur de ma peau par rapport à mon bras, ok. Et au niveau de ma peau, j'ai une circulation sanguine qui se réalise. Ok, et on voit entre la gauche et sur la droite, eh bien, que notre circulation sanguine, on a des changements. Quand on regarde ici l'épaisseur des vaisseaux, on voit que c'est une épaisseur plus fine, ici une épaisseur plus grosse. Ok, plus grande. Et du coup, la perte de chaleur ici est représentée, matérialisée par une seule flèche. La perte est représentée par 4 flèches. Beaucoup plus de perte de chaleur. Ok, a priori, lorsque l'on a une augmentation du diamètre de ces vaisseaux, une vascularisation plus importante, on a beaucoup plus d'échanges avec l'environnement, et notamment ici une perte de chaleur. Bon, très bien. Donc là, c'est un phénomène de thermolyse. Ok. Annexe 7. Unité fonctionnelle du rein. Ok, donc là, on est dans cette fameuse unité, il y en a plus d'1 million par rein. Bon, vous l'avez reconnu, je pense, il s'agit ici d'un néphron. Ok, on est bien sûr ici au niveau d'un néphron humain, hein, d'accord, le BTS c'est une épreuve de physiologie humaine, parce que selon les animaux, on peut avoir des néphrons avec des structures différentes, des glomérules différentes, avec voilà, des systèmes différents, une nuance ascendante, descendante, différente. Bon, très bien, on a pas mal de chiffres. On a le canal collecteur ici, on a pas mal de chiffres. Donc je pense qu'il y aura des choses à légender ici. Annexe 8, maintien de l'équilibre hydrique. Alors, si je rétrécis, ok, c'est un document en 2 parties, donc c'est une expérience. Cette expérience, on nous dit, on évalue le débit urinaire d'un animal après l'ingestion d'une grande quantité d'os, per-os, noté PO. Donc per-os, pas de panique, hein, c'est un terme latin qui signifie buccalement. Donc là,
ingestion d'une grande quantité d'eau buccale. Suivi de 120 minutes plus tard d'une injection intra-artérielle, on injecte directement dans le sang une solution de NaCl, chlorure de sodium, donc ici un composé hyperosmotique qui va nous concentrer beaucoup plus notre sang. L'expérience est réalisée avant, donc en A, donc le A, je vais mettre un petit coup de fluo, toujours, vous voyez ici, petit coup de fluo, et après en B, pareil, je vais mettre un petit coup de fluo rouge, voilà, on nous dit en B, donc ce sera les résultats ici. Après ablation de la glande post-hypophysaire. Donc quand on parle de glande post-hypophysaire ici, on parle tout simplement de la neurohypophyse. D'accord? C'est la même chose. Ok? L'osmolarité et la concentration en particules osmotiquement actives contenues dans une solution, c'est chouette, ils sont gentils, ils nous donnent la définition de l'osmolarité. Bon. Qu'est-ce que l'on peut dire ensuite par rapport au graphique présent, résultat obtenu avant ablation de la post-hypophyse? Ok, on a un débit urinaire en fonction du temps, et voilà, ici, hop, on est en train, alors ça c'est une bouche, on est en train de boire. Ok, on voit que durant la première heure après avoir bu, on a une augmentation du débit urinaire qui est en millilitres par minute. Ça augmente, voilà. Et voilà, ça continue. Ici, on a un débit qui est quand même assez important, d'accord? Donc, on est en train de remplir notre vessie. Et ici, je vous l'entoure en rouge. Hop, solution de NaCl hyperosmotique. Donc, c'est ici qu'on nous injecte. Voilà, je vous dessine une seringue. On nous injecte. Où est-ce qu'on nous injecte ça? Intra-artériel. Ok, cette solution. Et qu'est-ce qu'on constate? De manière quasi immédiate, hein, on constate ici une diminution drastique, waouh, du débit urinaire. Donc, il se passe quelque chose physiologiquement. Hein. On augmente la concentration dans le sang avec ce NaCl, ce sel, c'est du sel, hein, tout simplement. Eh bien, voilà. Maintenant, si on réalise une ablation, ablation c'est enlever. On réalise une ablation de cette neurohypophyse. Alors, on vérifie toujours, c'est important quand on a deux graphiques, si les graphiques, du coup, ont les mêmes axes et les mêmes unités. Très important, vous voyez, débit urinaire en fonction du temps, on est bien en millilitres par minute, en fonction du temps en minutes. Donc, on pourrait même superposer quasiment les deux graphiques, ça c'est chouette. Donc ici, donc même chose, pareil, sauf que, voilà, on voit que lorsque l'on injecte cette solution en NaCl hyperosmotique, eh bien, on n'a plus, ici, la diminution de débit urinaire. Donc j'ai réalisé une ablation de ma post-hypophyse, j'ai supprimé ma neurohypophyse, je n'ai plus rien. Je n'ai plus, ici, cette diminution de débit urinaire. Donc il se passe quelque chose physiologiquement. Ok, donc là c'est une expérience. Bon, c'est un résultat d'expérience, on nous donne des résultats graphiques qui sont censés être significativement différents, on n'a pas de barre d'erreur. Bon, on va faire comme. Ok. Annexe 9. Effet de la consommation de boissons salées de réhydratation sur la rétention d'eau par l'organisme. On teste chez un sportif l'effet de 4 boissons à teneur en sel différentes ingérées après l'effort. Ok, donc on a 4 boissons A, B, C, D, et on voit avec une augmentation de la concentration en sel. Donc je vous les mets en fluo en jaune, 1, 3, 2, 5, 4, 6, 5, 2. Ok, parfait. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le volume total d'urine sur l'axe Y en fonction du temps en heure, à partir du moment où il y a l'ingestion de la boisson, ben voilà, boisson 1, boisson 2, boisson 3, boisson 4, on a des volumes d'urine qui diffèrent de manière assez importante. Pareil ici, ce sont des données qu'il faut considérer comme significativement bien différentes les unes des autres. On n'a pas d'erreur, de barre d'erreur. Ok. Annexe 10, composition d'une boisson de l'effort. Ok, donc là, on a avec une boisson, une étiquette en anglais. Donc on voit pour 100 ml ou alors un quart de litre, donc on va rester sur 100 ml. Ok, une certaine quantité d'énergie exprimée sous forme de kilocalories ou kilojoules. Ok, les graisses, fat.
les carbohydrates, ça ce sont les glucides, dont, voilà, of which sugar. Donc là, parmi les glucides, c'est l'ensemble des glucides, dont les glucides simples, d'accord, c'est souvent ça, donc ça peut être du glucose, ça peut être du fructose. Ben voilà, on voit que c'est surtout des glucides simples que vous avez, puisque c'est la même quantité, 4,1 grammes. On a des protéines, 0 g, et du sel, 0,13 g. Ok, donc là, par rapport à cette composition, ok, pas de graisse, on a des sucres simples, il faudra peut-être utiliser cela. On n'a absolument pas de protéines, et on a aussi du sel. Qui dit sel, ici je vous mets un petit coup en rouge, par rapport à ce que l'on a vu avant, et bien voilà, hein, on était sur des boissons avec des teneurs en sel différentes. D'ailleurs, le sel ici est exprimé pour 100 ml, 0,13 g pour 100 ml. Donc il y aura peut-être des choses à faire, à convertir. Enfin voilà, voilà donc déjà par rapport aux différentes annexes, il y en a 10, donc c'est un peu long, mais c'est déjà pas mal, ça nous permet vraiment de nous immerger là-dedans, de voir, de comprendre un petit peu peut-être ce qui nous attend. Parce que l'idée, c'est d'essayer de comprendre, un peu ce que souhaite le jury. Le jury souhaite nous faire travailler sur l'eau en tant que composant majoritaire et essentiel du corps humain. Bon, eh bien, on va du coup travailler sur différents aspects. Bien. Eh bien, c'est parti, on corrige. Allez, on rentre dans le sujet. Allez, c'est parti. On nous dit, hop là, je regarde à côté pour être sûr que vous puissiez lire avec moi. Le corps humain, voilà, le corps humain, bon, le corps d'un adulte, en bonne santé, est composé d'environ 60% d'eau. Si l'importance d'une bonne hydratation pour le corps est connue, les nombreux rôles de l'eau, sa répartition et les modalités de son équilibre au sein de l'organisme demeurent souvent obscurs pour le grand public. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors on y va. Première partie, on nous dit la répartition de l'eau, annexe 1, représente le schéma d'un tissu biologique. Vous vous rappelez le fameux tissu qui n'était, en fait, le tissu qui était tout sauf un tissu nommé, d'accord? C'était quelque chose, un tissu quelconque, ok? On nous dit ici de reporter sur la copie le nom des structures cellulaires et tissulaires désignées par les lettres A à F de l'annexe 1. Ok, et bien c'est parti. Je file au niveau de mon annexe 1, et on va essayer de regarder ça rapidement. Donc déjà en A, je pense que ce que je vous ai dit tout à l'heure devrait suffire par rapport au fait que ce soit ici en A, ce qu'on appelle, je vais écrire du coup, allez, en violet, voilà, c'est un vaisseau sanguin, pas de souci. Et ce vaisseau sanguin, on peut même le spécifier la nature de ce vaisseau sanguin, artère, artériole, veine, vénule, capillaire, capillaire. Allez hop. Et ça, on revient par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Petit b, donc ici il s'agit des cellules constitutives de ce capillaire, qui bordent, qui forment ce vaisseau. Donc là, pour ça, donc le petit b, c'est du coup une cellule endothéliale. Alors là, si je devais critiquer peut-être ce document, je dirais, ok, avec cette représentation schématique, ne sont pas représentées les lames basales. D'accord? Donc les lames basales, vous savez, donc toute cellule épithéliale repose sur une lame basale. Et si on n'a pas de lame basale, bon, si on est dans un tissu classique, voilà, si on n'est pas dans de la spécificité, on est avec un capillaire dit continu, parce qu'il existe différents types de capillaires, certains avec une lame basale qui peut être discontinue ou pas. Là, on va partir du principe, voilà, il n'y a pas de lame basale, on ne va pas plus loin peut-être, mais sinon on pourrait dire, bon ben voilà, si on a une lame basale, comme ici par exemple, en continu, voilà, on est avec un capillaire dit, un capillaire classique, un capillaire continu. Ok, petit c. Là, ce sont les cellules constitutives, on est à l'intérieur du vaisseau sanguin, donc constitutives du sang. Donc en élément figuré dans le sang, on n'a pas énormément de choses à connaître. Ici, c'est une cellule, vous voyez, avec le petit... Ici, cette petite chose, là, si je vous la schématise à côté, vous avez ça. Ce qui fait qu'en fait, c'est pour vous montrer que la cellule, elle est déformée, elle est dite biconcave. Bon, il s'agit d'un globule rouge ici, d'accord? Donc le globule rouge, on l'appelle aussi pour les humains ce qu'on appelle une hématie. On l'appelle aussi érythrocyte. Voilà, donc vous avez tous ces termes-là. Donc globule rouge, érythrocyte, hématie. Parfait. Petit d, donc là pareil, alors petit d c'est un élément qui est présent ici, donc un élément qui n'est pas censé être soluble
dans la partie liquidienne du sang. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez petit. Donc on est plus petit que le globule rouge, hein, le diamètre du globule rouge entre 5 et 7 micromètres de diamètre. Donc là, on est plus, je pense, avec ce qu'on appelle un élément figuré appelé un thrombocyte, on l'appelle aussi plaquette, d'accord? Peut-être ça doit faire tilt. Vous avez des espèces de cellules dans le sang qu'on appelle les mégacaryocytes qui vont former, d'accord, les plaquettes. Et là, les plaquettes qui sont beaucoup plus petites que les globules rouges, ça pourrait être ça. Donc le D, je dirais plaquette sanguine. Le E, mais là on est ici, on a affaire à une cellule avec a priori un noyau. Je pense que ça c'est censé être un noyau. Admettons. Je vais effacer. Hop. Donc, ça pourrait être du coup, parmi les éléments figurés dans le sang, ça pourrait être un globule blanc. D'accord? Globule blanc en général, sans le nommer peut-être de manière plus spécifique, parce qu'on n'a pas les éléments ici. A, B, C, D, E, il nous reste quoi? Il nous reste le F en bas. Donc le F, donc ici on a un vaisseau qui est clos, et ce vaisseau qui est présent, du coup, assez proche du vaisseau sanguin, qui est au sein même du tissu, là, je pense qu'il s'agit tout simplement d'un vaisseau qui va avoir un rôle très important, c'est de récupérer tout ce qui n'aura pas, tous les liquides baignant l'ensemble des cellules, qui n'aura pas été réabsorbé dans le capillaire lors des phénomènes d'échange. Je pense qu'il s'agit ici d'un vaisseau de type lymphatique, d'accord, avec à l'intérieur de la lymphe. Donc ici, la structure, c'est un vaisseau lymphatique, ok, qui va permettre de drainer les liquides présents qui ne repartiraient pas dans le capillaire sanguin. Parfait. Allez, je reviens ici à ma question. 1, 1, 2. Reporter sur la copie le nom des compartiments liquidiens désignés par les chiffres de 1 à 4 de l'annexe 1. Donc on est sur les compartiments liquidiens. Préciser les liquides appartenant au compartiment extracellulaire. Préciser les liquides appartenant au compartiment extracellulaire. Ok. Globalement, je vous rappelle que vous avez deux grands types de liquides dans votre organisme. Vous avez les liquides dits extracellulaires et les liquides intracellulaires. Et ensuite, on rentre dedans, on catégorise ça. Donc là, déjà, il va falloir les repérer. Donc, annexe 1, chiffres 1 à 4. Allez, c'est parti. J'espère que vous n'avez pas le tournis entre les zooms et les dézooms. Ok. Alors, par rapport au 1 ici, on est à l'intérieur d'un vaisseau sanguin. Donc ici, c'est le liquide, c'est le plasma. Ok, le plasma sanguin. Ok. En 2, on est à l'extérieur du vaisseau sanguin. C'est le liquide qui baigne les cellules. Donc ici, on est avec le liquide extracellulaire. D'accord? On parle du coup, alors c'est de l'extracellulaire certes, mais je vais le noter du coup de manière plus spécifique, liquide interstitiel. Liquide interstitiel. Petit 3, on est à l'intérieur de la cellule. Donc ici, typiquement, c'est le cytosol, ou le cytoplasme, si vous préférez. Donc là, pas de problème. On va marquer donc, pour être précis, je peux dire liquide intracellulaire. Sinon, cytoplasme ou cytosol. Et petit 4, là, ici, on est avec la lymphe. Ok. Alors, c'est de la lymphe qui est canalisée, qui est à l'intérieur. Donc, on va parler de lymphe endiguée. On parle aussi de lymphe canalisée, selon les cours, selon les enseignants. Voilà, donc là on a tout ça, et on nous dit donc d'indiquer les liquides qui sont extracellulaires. Ok, alors ce que je vais faire pour vous, je vais les colorer en jaune. Donc tout ce qui est extracellulaire, le plasma il est extracellulaire, oui. Le liquide interstitiel, oui. Le liquide intracellulaire, non. 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 Et petit 4, la lymphe endiguée, oui, c'est extracellulaire. Ok, donc vous en avez 3 ici présents. Parfait. Question suivante. On nous dit, l'annexe 2 illustre les variations des pressions hydrostatiques et oncotiques à l'origine de mouvements d'eau permanents ayant lieu entre les compartiments 1 et 2 de l'annexe 1. Et on nous dit de définir pression hydrostatique, pression oncotique.
D'accord, donc les mouvements d'eau entre le compartiment 1 et le compartiment 2. Donc ici, le compartiment 1 et compartiment 2, c'est ici. Hein. Donc le compartiment 1, on est dans le capillaire. Le compartiment 2, c'est tout ce qu'il y a ici. Avec comme barrière entre le compartiment 1 et compartiment 2, ici, nos cellules endothéliales. D'accord? Donc là, on va s'intéresser aux différents échanges qui pourraient avoir lieu entre le sang et le liquide interstitiel. Ok. Donc je reprends. On nous demande du coup de définir la pression hydrostatique et la pression oncotique. Bon, ben alors pour ça, pas compliqué. Là, je vais changer parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. D'accord? La pression dite osmotique. Voilà. Pression osmotique, c'est la pression qui est proportionnelle à la différence de concentration molaire de soluté de part et d'autre d'une membrane. On peut dire aussi que la pression osmotique se définit comme la pression nécessaire pour arrêter le mouvement net de l'eau à travers une membrane perméable. Et cette pression osmotique, elle dépend essentiellement du nombre de solutés ou de particules, ainsi que du degré d'ionisation. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur ma chaîne, notamment je pense à la vidéo sur les mouvements de l'eau et la vidéo sur le glycogène, parce que j'insiste pas mal sur cette pression osmotique. Concernant maintenant la pression oncotique, c'est en fait, on va dire, un contributeur. La pression osmotique, elle contribue, elle aussi, c'est elle qui va apporter à la pression osmotique totale des colloïdes dans la solution. C'est-à-dire, rassurez-vous, hein, quand je parle de colloïdes, pour notre sang, c'est essentiellement ce qu'on appelle les protéines. Ce sont les protéines dans notre sang qui exercent la pression oncotique, et plus précisément, la protéine majoritaire que l'on veut mettre en évidence, hein, que l'on peut mettre en évidence grâce à une électrophorèse, rappelez-vous, eh bien, c'est tout simplement, ici, celle qui est majoritaire, l'albumine. Elle est responsable, en gros, pour 75-80% de la pression oncotique totale. Et cette pression oncotique, en termes de chiffres à retenir, hein, elle se situe autour de 25 à 28 mm de mercure. D'accord? Donc ce sera peut-être intéressant par rapport au graphique. D'ailleurs, petite question là, vous chercherez, sinon vous me mettrez dans les commentaires si vous êtes toujours avec nous, parce que c'est vrai que la vidéo commence à être longue. Pourquoi dit-on pression en millimètres de mercure? Pourquoi le mercure? Vous êtes déjà posé cette question? Réfléchissez. Une question classique qui peut vous être posée. Allez, je continue. Utilisez les bonnes données chiffrées pour décrire les mouvements d'eau ayant lieu entre les compartiments 1 et 2 de l'annexe 1. Les valeurs des pressions hydrostatiques et oncotiques dans le compartiment 2 sont proches de 0 et donc négligeables. Ok. Donc on va utiliser les données chiffrées pour décrire les différents types de mouvements d'eau qu'il pourrait y avoir de part et d'autre de ce vaisseau sanguin. Donc les mouvements sont ici, hein, d'accord, là. Est-ce qu'il y en a qui entre, qui sort? Ok. Donc pour ça, on regarde un petit peu ce graphique. Ce graphique est intéressant à plusieurs niveaux. Donc on voit ici qu'on a la pression sanguine et on voit que elle est ici de 37 mm de mercure, liée tout simplement au sang qui passe, au sang qui circule, la quantité d'eau présente. Et on voit qu'on a une diminution, ça passe de 37 au début du capillaire à, vous voyez que ça descend jusqu'à environ, voilà, grosso modo, 17 mm de mercure. Ça, c'est lié aux forces de frottement, d'accord? Les liquides passant dans cette tuyauterie, on a des forces de frottement et on a une diminution qui se fait d'ailleurs durant, on va dire, tout le trajet dans la circulation sanguine. On a une diminution progressive de la pression en millimètres de mercure de la pression sanguine. Et là, on voit quand même que l'on passe de 37 à 17, donc on a quand même un différentiel de 20 mm de mercure au sein même des capillaires. Et donc, ça c'est une première chose. Deuxième chose, quand on regarde la pression oncotique, on voit qu'elle reste la même. Vous voyez, 25 mm de mercure. Parfait. Ce qui fait que ça va être vraiment notre, ici, la pression hydrostatique, qui va être ici, c'est elle qui va vraiment déterminer les types de flux que l'on va avoir. Et quand on regarde ici, entre notre sang et le liquide
à l'extérieur, hein, c'est-à-dire le liquide interstitiel, qui est considéré comme nul, d'accord, c'est ce qu'on nous dit dans la consigne, considéré comme nul, eh bien on fait le différentiel, eh bien ça veut dire que l'on a une pression globalement positive depuis le vaisseau sanguin vers le tissu environnant, et donc ça veut dire que toute cette zone-là, donc toute cette zone où on est jusqu'ici, au point d'équilibre, là, et bien toute cette zone-là, c'est une zone au niveau de laquelle vous allez avoir la filtration et donc les liquides qui vont passer. Alors je vais vous le faire ici, pourquoi pas en rouge. Non, je ne vais pas le faire en rouge, j'ai pas envie qu'on pense que ce soit du sang, c'est une partie du sang, d'accord? C'est le plasma ici qui passe, et là, vous voyez, je vais le faire en orange, ce sera, ou en marron, tiens. Vous voyez, hop, ici, ça ressort, ça sort, et ça sort. Donc beaucoup, ici, beaucoup, et là, peu. Puis on est au point d'équilibre. Puis ici, on voit que la pression hydrostatique baisse, d'accord? On a donc ces forces de frottement qui font que on a moins de pression hydrostatique. En revanche, on a la pression oncotique qui est toujours présente. Or, ces protéines présentes ici, eh bien, vont attirer, elles concentrent le plasma par rapport au compartiment liquidien extérieur. Et donc, le compartiment extérieur, à ce moment-là, eh bien, on n'a plus ce mouvement d'eau-là. On va avoir un mouvement inverse. On va avoir ici eh bien, la pression oncotique, la pression liée à la concentration qui va prendre le relais et qui va faire qu'on va avoir les liquides qui vont passer ici du liquide interstitiel vers l'intérieur du plasma. Et donc, on va avoir une réabsorption. Donc, au départ, cette pression oncotique, elle est présente, mais c'est vraiment la pression hydrostatique, boum, qui détermine vraiment ce flux d'eau. Et ensuite, avec cette pression hydrostatique beaucoup plus faible, eh bien c'est la pression oncotique, donc vraiment la concentration en protéines qui va attirer à elle les liquides, comme je vous l'ai défini préalablement. Donc vous voyez ici les flèches, ça revient. Donc on a vraiment ici un système d'échange avec une sortie, une filtration, donc le liquide avec tout ce qui est soluble. Je pense aux hormones, je pense au sucre, hein, notamment au glucose, je pense également aussi à des ions minéraux, je pense à énormément de choses qui vont pouvoir alimenter les cellules. D'accord? C'est comme ça que les cellules vont pouvoir être alimentées avec ce liquide interstitiel provenant du sang. Et de l'autre côté, vous voyez ici que, eh bien, on a ce liquide interstitiel qui va, avec son lot de composés soluble, revenir dans le plasma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, des déchets azotés, par exemple, je pense à du CO2, je pense peut-être aussi à des facteurs qui auraient été, des facteurs moléculaires qui auraient été libérés par les cellules, se retrouveront dans le sang. Donc ici, on a une sortie et une alimentation des cellules, et ici, une récupération des déchets avec son lot potentiel de molécules dissoutes à l'intérieur. Ok, voyez l'idée? Bon, eh bien très bien, très bien, très bien, très bien. On passe à la question suivante. On nous dit, après avoir comparé l'importance des mouvements d'eau à l'entrée et à la sortie des capillaires, déduire l'un des rôles de la structure F de l'annexe 1. L'importance des mouvements d'eau. Et oui, alors c'est vrai que là c'est important, mais en fait c'est inégal. C'est inégal. Quand vous regardez ici, on a beaucoup plus de sorties que de réabsorption. D'ailleurs, je ne l'ai pas spécifié là ici avec les flèches, mais on a plus de sorties d'eau que de réabsorption. Et grosso modo, vous pouvez retenir que l'on a à peu près donc une partie de liquide qui va rester dans le tissu, et donc par jour, c'est entre 16 et 18 litres qui vont rester à la base, mais qui vont être récupérés par ces fameux vaisseaux ici, ces vaisseaux lymphatiques. Donc la lymphe ici, finalement, va pouvoir collecter les liquides qui n'auraient pas été réabsorbés et par la suite, eh bien, être donc dans le système lymphatique et par la suite être réacheminé, ces liquides, dans le système circulatoire au niveau de la veine sous-clavière gauche, majoritairement. Bien, ben voilà, super. Alors, question suivante. Annexe 3 est une représentation de la protéine la plus abondante dans le plasma. Cette protéine participe de manière importante à la pression oncotique. Notre albumine de tout à l'heure, très important. Là, je suis en train de taper dans le micro, j'espère que ça ne vous a pas fait mal aux oreilles. Notre albumine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, nommer cette protéine et préciser son lieu de synthèse.
Ok, on reste sur l'albumine, son lieu de synthèse, le foie, d'accord, c'est le foie. D'ailleurs, vous allez me dire, mais cette albumine, d'accord, c'est au niveau du foie, à garder, d'accord, le foie, lieu de synthèse de beaucoup de protéines, et notamment de protéines sanguines. À l'aide de l'annexe 3, indiquez le niveau de structure de cette protéine et justifiez la réponse. Bon ben, comme on l'avait vu tout à l'heure, hein, ce sont essentiellement ici des structures de type, donc on a des structures secondaires en très grand nombre, hein, de nombreuses hélices alpha, le tout organisé avec une structure tertiaire globale. Voilà, on n'a pas de feuillet bêta a priori. En tout cas, ici c'est en noir et blanc que c'est donné, et bon, rien de plus. Ok, j'insiste pas plus sur ce point-là. Là, c'est pas très compliqué. Déduire les conséquences d'une baisse de la concentration plasmatique de cette protéine sur les échanges liquidiens présentés dans l'annexe 2. Ah, alors ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que il faut penser que si cette pression oncotique diminue, eh bien graphiquement, je vais vous montrer, regardez. Graphiquement, eh bien on se retrouve avec, je vais vous tracer cela en violet, regardez. Imaginons que l'on descende ici, voilà, je vous trace cette pression oncotique là. Ça veut dire qu'on augmente quoi et on diminue quoi? On augmente ici notre différentiel qui va faire que l'on va avoir une plus grande filtration. Beaucoup plus de liquide dans le tissu biologique. Et on diminue quoi? Regardez ici là, c'est tout petit. La réabsorption. On va absorber beaucoup moins. Alors déjà, dans un coin de la tête, ça pourrait être lié à quoi? Tout simplement à un dysfonctionnement, par exemple, du foie, qui, voilà, par X ou Y raison, synthétiserait moins d'albumine, dysfonctionnement hépatique. Comment est-ce qu'on peut aussi perdre comme ça de l'albumine? Ça pourrait être aussi un dysfonctionnement au niveau rénal. Et par exemple, cette albumine se retrouve dans vos urines. À partir de là, vous perdez ces protéines, et donc la conséquence, c'est que vous allez avoir beaucoup plus d'ultrafiltration. Conséquence, au niveau de vos tissus, ils vont se gonfler d'eau. Vous allez avoir donc de l'œdème. Ben voilà. Je regarde si, du coup, on a répondu. Déduire les conséquences d'une baisse de concentration. Conséquence, c'est la formation donc d'œdème, avec toutes les explications que je vous ai données. Bien, j'ai pas regardé l'heure. Waouh, ça fait belle vidéo. Alors, ce que je vous propose... Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je vais m'arrêter ici pour cette première partie, sinon la vidéo va encore durer pas mal de temps. Ce que je vais faire, c'est que si vous voulez suivre la suite, et donc la fin de cette correction avec moi, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est en dessous de cette vidéo, à ma newsletter, c'est gratuit. Je vous enverrai tous les liens vers la suite de la correction qui sera donc en ligne gratuite et que je mettrai donc par la suite. Si c'est déjà fait, si vous êtes déjà abonné à ma newsletter, pas de souci, vous allez recevoir bientôt un mail pour vous dire « Hey, voilà, voici le lien, d'accord ?» Donc vous recevrez ça prochainement. Petite pub maintenant, si vous êtes resté avec moi jusqu'à présent, c'est que vous êtes en train de préparer ce BTS. Alors, si vous souhaitez gagner du temps et avancer avec moi sur une plateforme conçue spécialement pour vous, donc c'est une plateforme qui est motivante, hein. Vous avez un suivi en temps réel, vous avez des exercices après chaque vidéo, des badges à gagner, bref, que de l'efficace, car je sais que vous n'avez pas que ça à faire, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur cette plateforme, qui sont en reconversion, qui ont une vie de famille, qui ont beaucoup d'activités aussi à côté, et réussir son BTS, réussir cette épreuve, demande de l'organisation, du recul, de la méthode. Alors, si vous voulez tout ça et travailler avec moi, eh bien, cliquez sous cette vidéo, je vous retrouve, bien sûr, de l'autre côté, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.